Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Kenya, le président Uhuru Kenyatta a officiellement ouvert la nouvelle législature ce mardi 12 septembre. En s'exprimant devant le Parlement, sans surprise, l'opposition était absente. Au Cameroun, l'évasion fiscale gagne du terrain. 6054 entreprises pourtant opérationnelles sont absentes du fichier des impôts. Ces dernières ont jusqu'au 15 septembre 2017 pour régulariser leur situation. Et puis, découverte du mung bean, une céréale très prisée et qui révolutionne le secteur agricole au Burkina Faso. Au Kenya, le chef de l'État sortant, Uhuru Kenyatta, a officiellement ouvert le 12 septembre la nouvelle législature. Le chef de l'État, dont la réélection a été invalidée par la Cour suprême. L'opposition qui se base sur cette invalidation a jugé illégitime l'introduction de cette législature par le président sortant et a préféré boycotter la cérémonie. Patricia Dubois. Le président kényan Uhuru Kenyatta a officiellement ouvert mardi 12 septembre la nouvelle législature. Une séance parlementaire boycottée par l'opposition, la National Super Alliance, le parti de Raila Odinga, grande absente de la séance après l'invalidation par la justice du scrutin présidentiel. Avec 41 sénateurs élus et nommés, nous pouvons faire des affaires au Sénat sans qu'un seul membre de la NASA ne soit présent. À l'Assemblée nationale, nous sommes largement majoritaires, ce qui signifie que nous pouvons même changer la constitution du Kenya sans la présence d'un seul membre de la NASA. La constitution kenyane impose habituellement au président de la République de convoquer le nouveau Parlement dans les 30 jours suivant une élection législative. Mais l'opposition a estimé qu'Uhuru Kenyatta n'avait pas la légitimité pour le faire. Les 7 juges de la Cour suprême qui traditionnellement y assistent étaient également absents. Peu importe que le bruit politique soit plus fort pendant les élections, je veux assurer à chaque Kenyan et le monde que chaque branche de ce gouvernement est en place et opérationnelle. Il n'y a pas de vide, pas de lacune. Alors que le président Kenyatta s'exprimait devant le Parlement, la NASA tenait un meeting électoral dans la ville de Kibera. Le chef de l'opposition Raila Odinga y a comparé l'ouverture de la nouvelle législature à une réunion électorale de jubilé. De son côté, le chef de l'État a déclaré qu'il était convaincu qu'il gagnerait le nouveau scrutin présidentiel du 17 octobre. Plus de 6000 entreprises sont absentes du fichier des impôts camerounais. Pourtant, d'après les fichiers informatiques de la douane, elles sont opérationnelles. Comment l'expliquer et quelles conséquences sur les recettes fiscales du pays? Élément de réponse dans ce reportage. Notre correspondant, Chérif Ousmane Bardonka. 6054, c'est le nombre des entreprises absentes du fichier des impôts au Cameroun. Selon des analyses comparatives menées conjointement dans les systèmes informatiques des douanes et des impôts, de nombreuses entreprises ne sont pas répertoriées dans le fichier des contribuables actifs de la Direction générale des impôts. Par contre, elles restent opérationnelles dans le système informatique des douanes. Au niveau de l'État, il y a 2 administrations. L'administration fiscale intérieure, dirigée par la Direction générale des impôts, et l'administration fiscale de porte, qui est dirigée par la Direction générale des douanes. Il se passe donc que ces 2 administrations ont mis en place une cellule impôt-douane qui devait être amenée à centraliser les opérations entre ces 2 administrations fiscales. Malheureusement, la cellule impôt-douane a été considérée comme un organisme de garage et du coup, son travail n'a plus été effectif. Et ce travail qui n'a plus été effectif a fait que le nombre de contribuables qu'il y a à la porte n'est pas connu à l'intérieur et vice-versa. Une situation qui constitue un manque à gagner sur les recettes fiscales camerounaises et qui pourrait engendrer de lourdes conséquences pour celles de ces entreprises qui ont choisi délibérément de flouer le fisc camerounais. À la direction des douanes et aux impôts, on donne jusqu'au 15 septembre 2017 la possibilité à ces entreprises de régulariser leur situation. Si les contribuables sont dans cette situation, volontairement, il vaut mieux pour eux qu'ils aillent se faire réimmatriculer ou se faire immatriculer parce que sinon le jour où ils vont être bloqués pour des papiers fiscaux et que leur protecteur ne soit plus là, ces gens-là vont rencontrer des problèmes au niveau des impôts et il est mieux pour eux maintenant d'aller se faire réidentifier, de devenir des contribuables honnêtes et de payer honnêtement leurs impôts. La Direction générale des impôts a engagé un vaste processus de dématérialisation de ces services. Depuis 2016, la télédéclaration des impôts en ligne est effective, tout comme la demande
demande de remboursement des crédits TVA et la délivrance en ligne de l'attestation de non-redevance. L'opération d'assainissement et d'harmonisation des fichiers de contribuables est en cours pour une optimisation des recettes. Au Burkina Faso, une nouvelle céréale fait fureur chez les agriculteurs. Il s'agit du mung bean, une variété du niébé. Et cette filière est aujourd'hui porteuse de beaucoup d'espoir chez les producteurs. Reportage autocorrespondant Jean-Paul Ouedraogo. C'est sur ce périmètre irrigué de 32 hectares de Bantokdo, dans la commune de Sourgoubila, à quelques encablures de la ville de Ouagadougou, qu'a été lancée la première moisson du mung bean, une nouvelle céréale officiellement présentée aux agriculteurs burkinabés en février 2017. 8 mois après sa découverte, l'heure est au bilan pour les communautés d'agriculteurs qui y ont cru. Légumineuse précoce, la culture de mung bean se révèle une filière très porteuse pour le Burkina, du fait qu'il commence par produire à partir du 45e jour et pendant les 150 jours suivants, malgré les poches de sécheresse. La destination première, c'était pour l'exportation, mais actuellement, j'ai la pleine certitude que la consommation sera nationale avant d'être exportée. Vendu à 300 francs CFA le kilogramme, la première moisson du mung bean a permis à 126 premiers producteurs, dont des femmes, de gagner après vente près de 2 millions de francs CFA. Cette année, 150 tonnes de céréales sont attendues sur le marché local. Elles seront récoltées dans les 13 régions du pays. Une performance qui convainc le Programme alimentaire mondial de soutenir la promotion de cette nouvelle filière qui se révèle un moyen endogène efficace pour nourrir l'Afrique. C'est une filière aussi qui tient compte de ce qui est variabilité climatique. Nous savons que nos pays, et surtout le Burkina Faso, fait partie des pays quand même où les variabilités climatiques peuvent compromettre la production de certaines filières. Or, avec le mung bean, on sait qu'on peut produire toute l'année avec les techniques adaptées qui ont bien évolué. Cultivé en Asie depuis des millénaires, le mung bean ou encore haricot mongo a été introduit au Burkina Faso il y a à peine une année. En raison des intérêts agronomiques et des vertus gastronomiques que sa culture suscite déjà, le mung bean est un bel exemple de circuit d'exportation à venir, estiment des spécialistes. De quoi nourrir des perspectives plus ambitieuses pour sa vulgarisation. Poursuivons à présent avec l'actualité sportive et notamment l'Afro-Basket masculin 2017 co-organisé par le Sénégal et la Tunisie qui prend fin ce samedi 16 septembre. Notre journaliste sportif José Douglas est avec nous sur ce plateau pour faire le point sur la compétition. Bienvenue José. Merci Corinne, c'est le Congo qui devrait organiser du 19 au 30 août 2017 la Pro Basket dans la banlieue de Brazzaville, à Kintélé précisément, le site des Jeux africains de 2015. Puis l'Angola s'est aussi désisté. C'est d'ailleurs la première fois que deux pays différents accueillent la compétition. La Tunisie, qui avait organisé la précédente édition en 2015, a demandé au Sénégal justement de prêter main forte. Les autorités sénégalaises ont accédé à la demande de la FIBA Afrique pour les responsables techniques justement des Lions de la Teranga. L'occasion était trop belle pour tenter de reconquérir le titre continental 20 ans après leur dernier sacre. J'allais justement vous demander pourquoi cette compétition a été organisée dans deux pays différents, mais bon, vous avez répondu à ma question. Je voulais savoir, d'après votre analyse, est-ce vrai que cet Afro-Basket n'est pas très coté, parce qu'on remarque notamment l'absence de joueurs phares dans certaines sélections, comme par exemple le Nigeria, où on remarque l'absence des frères Aminou, ou encore le Cameroun avec l'absence de Luc Bahamouté ou même Jérémy Nzeli, en fait. Oui, tout à fait, Corinne, vous avez bien vu, car seul le Sénégalais Gorgui Dieng, 2,11 m, joueur de la Ligue nord-américaine, NBA, est présent à l'Afro-Basket 2017. Sinon, plusieurs joueurs sont absents, le Camerounais Luc Bahamouté, ainsi que les Congolais de RDC, Bismarck Biombo et Emmanuel Mundier, car ils voulaient aller au Congo, pays voisin, mais il y avait aussi les polices d'assurance contre les éventuelles blessures qui n'ont pas été délivrées dans les délais avant la compétition et qui a lieu, vous le savez, en ce mois de septembre. Et finalement, ils ont décidé donc de faire l'impasse. Il faut aussi noter que par rapport justement aux joueurs qui évoluent en NBA ou en championnat européen, pour l'Europe, les championnats ont déjà débuté. En NBA, c'est dans quelques semaines. En plus, voilà, des assurances qu'il fallait régler. Je pense que c'est pour ça aussi que ça n'a pas été fait. Alors, José, quelles affiches nous attendent ce jeudi? Alors, justement, donc, ce sont de belles affiches. Vous allez voir sur le tableau, avec un certain Maroc contre l'Égypte à 13 h,
heure tunisienne, Nigeria-Cameroun à 15h30, Tunisie-RDC à 18h, Sénégal-Angola 20h30. Un choc très attendu. Tous les matchs auront lieu à la salle Omnisport de Rades. Donc ce jeudi 14, Corinne. Et quels sont les principaux enjeux en fait de ces quarts de finale? Eh bien justement, nous allons entendre le joueur pro-camerounais, l'ex-joueur pro-camerounais. Il s'agit de Samuel Nono, qui est notre consultant lors des grandes compétitions, comme celle-là par exemple. Et il nous parle justement du basket nord-africain, mais aussi du Cameroun et surtout du Sénégal. Samuel Nono. Le Sénégal a l'équipe qui a une densité dans le jeu intérieur beaucoup plus intéressant, mais comme on dit, vous savez, en basket, tout dépend de la stratégie qu'on met en place. Oui, ils ont une puissance interne, oui, intérieure, et puis c'est l'équipe qui a, je crois, la meilleure moyenne de taille. Le Maroc est la surprise, ça il faut le dire, depuis des années, de sa poule. Et je pense que oui, quelque part on peut dire que le Maroc est en train de travailler au niveau des jeunes et au niveau des différentes équipes pour retrouver la place qui était la sienne. N'oublions pas, le Maroc a été une grande nation de basket. Quant à l'Égypte est coutumier du fait. La Tunisie, même si l'équipe est vieillissante, mais la Tunisie a une base solide. Voilà, Corinne, ce qu'il fallait savoir pour ce rendez-vous du jeudi 14 avec les quarts de finale, bien sûr. Demain, nous en saurons tous sur les qualifiés pour les demi-finales. Et moi, je ne sais pas pour quel pays votre cœur bat. On ne le saura jamais, d'ailleurs. Je suis camerounaise, donc bon, je vais dire le Cameroun, mais bon, je suis un peu pessimiste sur les bords. Merci José pour toutes ces précisions. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.